Au sommaire de ce 13h, une opération de planting d'arbres initiée pour verdir les artères principales des villes ivoiriennes. Le Premier ministre donne le coup d'envoi de ce projet environnemental dans la commune de Koumassi, première étape de l'opération. Le taux de réussite au BEPC session 2015 s'élève à 58,62% contre 57,43% l'an dernier. Ces résultats vont être publiés à partir de 14h cet après-midi dans les 533 centres du pays. Des milliers de ressortissants étrangers en vacances quittent la Tunisie suite à l'attentat d'hier dans un hôtel du sud du pays. Au moins 38 personnes, dont des touristes étrangers, ont été tuées lorsqu'un homme armé a ouvert le feu. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur RTI 1. Les grandes artères des villes ivoiriennes vont bientôt afficher un nouveau visage. Des arbres vont être plantés pour les verdir et pour les embellir. Lancement de l'opération par le Premier ministre dans la commune de Koumassi. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ce sont 4 milliards de francs CFA pour 90 000 plants d'arbres et 1300 emplois créés par cette opération. Voilà 2 jours que nous vous proposions sur RTI 1 l'interview bilan du chef de l'État ivoirien. À 4 mois de la présidentielle ivoirienne, Alassane Ouattara n'a occulté aucun sujet. Économie, bonne gouvernance, justice et un sujet qui touche une large partie de la population, la vie chère. Monsieur le Président, entendez-vous ces paroles de vos compatriotes qui disent que la vie est cher en Côte d'Ivoire? Oui, moi je crois que nos concitoyens, certains qui ressentent cela ont raison. On ne peut pas donc reconstruire un pays en ruine et donner satisfaction à tous nos concitoyens en 4 ans. On oublie souvent qu'au mois de mai, j'ai fait 4 ans. Je n'ai même pas encore entamé la totalité, la dernière année de mon mandat. Alors, ceci étant, vous savez, ma préoccupation fondamentale, c'est le mieux-être des Ivoiriens. J'ai fait campagne là-dessus, j'ai dit à nos concitoyens, j'allais faire en sorte que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens surtout, aillent mieux. Que j'allais faire des choses avec mon équipe pour la santé, pour l'éducation, pour le niveau de vie, etc., l'eau potable, l'électricité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, je signale que nous avons pris un pays où le taux de pauvreté était au-delà de 51%. C'est-à-dire que plus d'un Ivoirien sur 2 était considéré comme pauvre. Nous venons de faire une récente enquête qui montre que le taux de pauvreté a beaucoup baissé. Vous savez, quand un pays entre dans une pauvreté chronique, comme la Côte d'Ivoire l'a vécu, on ne peut pas redresser les choses en 4-5 ans. Le taux de pauvreté, d'ailleurs, ne baisse que de 1 point par an. Et normalement, il faudrait une vingtaine d'années pour qu'on retrouve des taux de pauvreté d'1 tiers. Mais mon ambition, c'est de forcer ce taux à la baisse et faire en sorte qu'en 2020, nous ayons un taux de pauvreté qui soit largement inférieur donc à 25%. Vous parliez de bien-être des Ivoiriens, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, des ponts, des routes, des autoroutes, mais comme le disent les Ivoiriens, on ne mange pas les ponts. Est-ce que vous avez des estimations ou des données chiffrées de l'impact qu'il y a eu réellement ces travaux sur la vie des Ivoiriens? Ah oui, oui. Bon, on ne mange pas des ponts, c'est vrai, ou on ne mange pas goudron comme les gens le disent. Mais vous savez, un des problèmes majeurs que nous avions, c'était d'évacuer d'abord les productions dans les zones de production alimentaire, de produits vivriers, sur les centres urbains. Il n'y avait pas de route. Je vous parlais des ponts, c'est très bien, mais il n'y avait même pas de route. Les pistes n'avaient pas été déblayées pendant 10 ans. Les camions ne pouvaient pas aller dans les villages, ramasser les produits vivriers, donc des femmes qui font donc les productions. Et nous avons paré à tout cela. Les ponts constituent un élément essentiel de l'évacuation. Et les ponts créent des emplois. Et quand les gens ont des emplois, ils font manger leurs enfants, ils font manger leurs familles. Les ponts permettent de relier les populations. C'est quand même important. Cet aspect de la Côte d'Ivoire qui a été divisé, le pont, c'est tout un symbole qui rassemble les Ivoiriens, qui relie les Ivoiriens d'un côté à l'autre. Alors moi, je continuerai de construire des ponts parce que j'estime que cela fait partie non seulement du mieux-être des Ivoiriens, et les gens vont le ressentir de mieux en mieux, mais cela fait partie également de tout un symbole. Voilà le président Alassane Ouattara lors d'une interview bilan accordée à la presse nationale et internationale.
À 3 jours de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante CEI fait un bilan. Ce sont 108 187 nouveaux enrôlés qui sont enregistrés. Les autres disposent encore de 3 jours pour bénéficier de l'opération. Alexis Ouedraogo. Sauf changement de disposition, l'opération de révision de la liste électorale prendra fin ce mardi 30 juin. À ce jour, aucun report annoncé en dépit des plaintes relatives aux difficultés d'obtention des pièces administratives. Des dispositions ont toutefois été prises pour permettre aux équipes de la CEI de ratisser large ces derniers jours. Puisque nous arrivons à la fin du processus, le processus s'arrête le 30. La commission centrale a décidé que ce lundi 29, exceptionnellement, nos équipes vont travailler pour permettre aux populations de se faire enrôler, tant ici à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. 317 878 personnes ont à ce jour procédé à la révision de leur statut sur la liste et 108 187 nouveaux inscrits sont signalés. Il ne s'agit pas d'une constitution de liste électorale, il s'agit d'une révision, ce qui veut dire qu'il y a déjà une liste et nous la mettons à jour. L'opération lancée le 1er juin dernier entend actualiser la liste électorale ivoirienne pour 2 catégories de personnes, celles déjà inscrites et ayant connu un changement de statut pour cause de mariage, divorce, décès ou changement de domicile, et celles des nouveaux requérants comprenant les nouveaux majeurs et les personnes n'ayant pas pu s'inscrire sur la liste précédente. La réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants s'est déroulée au ministère américain du Travail à Washington. L'engagement et le leadership de la présidente du Comité national ivoirien de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants y ont été reconnus. Abiba Dambélé. À l'unanimité, le ministre américain du Travail, Thomas Perez, le sous-secrétaire adjoint, associé en charge des relations internationales, Eric Biel, le congressman Eliot Engel et les industriels du chocolat ont tenu à saluer l'engagement et le leadership de Mme Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants en ces termes. Félicitations pour ce que vous faites. Madame, soyez fière des progrès réalisés. Madame Dominique Ouattara a partagé avec l'assistance la longue liste des actions réalisées par l'État de Côte d'Ivoire, du cadre législatif et réglementaire, de la coordination et de suivi-évaluation à la prévention du phénomène en passant par les grandes campagnes de sensibilisation et de communication, de la construction et de la réhabilitation des infrastructures scolaires et enfin la vaste réforme de la filière café-cacao qui a amélioré la vie des producteurs. À cette assemblée, la première dame de Côte d'Ivoire a également annoncé que la scolarisation devient obligatoire en Côte d'Ivoire à partir de la rentrée prochaine. Concernant l'enquête de Tulane sur la traite des enfants réalisée en 2014 dans les zones cacaoyères, Madame Dominique Ouattara a indiqué que 71% des enfants indexés vont à l'école et vivent auprès de leurs parents. L'enquête de Tulane nous indique que le taux de scolarisation des enfants impliqués dans les travaux dangereux s'est amélioré, soit 71% contre 58% en 2008. À cet effet, nous voudrions, d'une part, faire une distinction entre les enfants victimes de la traite, qui sont exploités dans les champs et déracinés de leur foyer, sans aucune possibilité d'aller à l'école, d'une part, et d'autre part, les enfants de paysans qui accompagnent occasionnellement leurs parents après les heures de cours. Cette distinction est très importante à mon avis et devrait être prise en compte par tous les acteurs, car il serait inacceptable pour les paysans de classer leurs enfants dans la catégorie d'enfants exploités. Si ces enfants qui font du travail socialisant et apprennent à aimer le métier de leurs parents font des travaux dangereux, alors nous devons refaire une campagne de sensibilisation plus importante auprès de leurs parents afin de leur expliquer les travaux dangereux auxquels ils ne doivent plus exposer leurs enfants. Pour le congressman Eliot Engel, un des architectes de cette lutte, 30% des enfants sont concernés par ce phénomène en Côte d'Ivoire, contre 39% au Ghana.
Nous n'accusons personne. Nous voulons améliorer la situation des enfants et nous avons fait beaucoup de progrès, a-t-il indiqué. Signalons que depuis 2013, la Côte d'Ivoire est classée par le ministère américain parmi les pays qui ont fait des efforts dans cette lutte. 58,62% d'admis au brevet d'études du premier cycle BEPC 2015 contre 57,43% l'an dernier. Ces résultats vont être proclamés cet après-midi dès 14h dans les 533 centres du pays et ce sera la fin du suspense pour plus de 293 000 candidats. Et je vous propose d'écouter la première responsable de la direction des examens et concours d'ECO. Cette session, pour l'examen du BEPC et le test d'orientation en seconde, c'est un effectif cumulé de 314 074 candidats qui se sont inscrits. Les résultats de la session 2015 sont à nouveau positifs. Ainsi, sur 280 359 candidats présents, 164 346 ont donc été déclarés admis, soit un taux de 58,62%, contre 57,43% en 2014. Cette session 2015, le taux d'admission a donc progressé de 1,19 par rapport à 2014. Les résultats donc dans les centres d'examen cet après-midi à partir de 14h. Ils ont été décoiffés par une tornade en 2013. Les bâtiments du groupe scolaire du village de Frondobo dans la région du Moronou viennent d'être rénovés. Les travaux ont coûté 25 millions de nos francs. Charles Tatou. Frondobo, dans le département de Bongouanou, enseignants et élèves sont comblés de joie. Deux de leurs bâtiments scolaires, vieux de 39 ans qui n'ont pu résister à la tornade de 2013, complètement décoiffés, viennent d'être rénovés. D'un coût global de 25 millions de francs CFA, les travaux ont été financés par la Fondation Bank of Africa. En plus des travaux de réhabilitation, l'institution financière a également équipé les 6 salles de classe de 150 tables bancs. Les responsables de la structure financière donatrice y ont effectué le déplacement pour la remise officielle des bâtiments aux populations. Occasion pour le président de la mutuelle de développement de Frondobo, Léon Assé-Bouni, et la directrice de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Dion Soulange, d'exprimer la reconnaissance de la population et du personnel enseignant. Dion Soulange a exhorté les populations rurales à la scolarisation de leurs enfants. Pour le président de la Fondation Bank of Africa, Thiemoko Kofi, sa structure s'est fixé un objectif: contribuer au développement des pays où elle est implantée. La banque prélève 2% de son résultat annuel pour le laisser à la disposition de la Fondation. Nous avons une dotation de 220 millions qui sera affectée aux réalisations et aux projets de 2015. On a 4 projets cette année au niveau du secteur santé. Nous aurons en moyenne, je crois, 6 projets au niveau de l'éducation nationale. Une visite guidée des bâtiments rénovés a ponctué la cérémonie. Où en sont les travaux d'études pour la construction du débarcadère de Sassandra? Le ministre des Ressources animales et halieutiques a reçu une mission japonaise chargée de l'étude afin d'en faire le point. Victorine Yaoyoboy. Le projet de construction du débarcadère de Sassandra est en bonne voie. Il est à la phase d'aménagement du site. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a échangé avec ses partenaires japonais chargés de l'exécution du projet. Kobena Kwasi Agumani entend prendre les dispositions pour sa réalisation. Nous sommes en train de finaliser toute l'étude qui a été faite pour ce projet. La partie japonaise vient de nous présenter le projet. C'est comme un petit port de pêche qui ne dit pas son nom, mais qui va permettre aux populations de Sassandra d'exercer les métiers de pêche sans aucune difficulté. Le débarcadère de Sassandra prend en compte la construction, entre autres, d'une chambre froide, d'une fabrique de glace et d'un marché moderne. Toutes les informations sur le projet ont été données aux représentants des populations de Sassandra par les Japonais. Ces représentants ont exprimé leur pleine adhésion à l'initiative
Car, disent-ils, la sortie de terre de ce débarcadère viendra conforter la position de Sassandra en tant que pôle économique important dans le domaine de la pêche en Côte d'Ivoire. Le nouveau débarcadère permettra également de réduire la pauvreté et le chômage dans la région du Boclé. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a abrité un sommet des régions et des villes d'Afrique sur les changements climatiques. Enjeu principal, mobiliser les collectivités territoriales africaines sur la problématique des changements climatiques. Grâce Kando. Les pays africains veulent parler d'une même voix à la prochaine conférence sur les changements climatiques qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris. Pour une meilleure participation des collectivités territoriales sur la question, un sommet des régions et villes d'Afrique tenu durant 2 jours a été sanctionné par plusieurs recommandations, notamment en matière de technologie et de financement. Encourager le développement des capacités d'observation, de production de services et d'informations géo-environnementaux en favorisant la collecte, le traitement, la production et le partage d'informations, intégrer l'adaptation au changement climatique dans les systèmes de planification et de budgétisation des gouvernements locaux et à assurer la transparence, la traçabilité et le suivi de la performance. Ces recommandations ont donné suite à des engagements. La gouvernance, la production d'énergie propre, l'agriculture résiliente et surtout la sécurité alimentaire pour nous, Africains. La gestion des ressources naturelles que nous avons trouvées aujourd'hui. La gestion de l'urbanisation, technologie d'information et de communication, que nous avons demandé 1% de nos budgets, des budgets de toutes les collectivités. Et je souhaiterais que les pays développés consacrent 1% de leur budget à nous accompagner aussi ici. La création future de la plateforme africaine de concertation. Cette rencontre a produit une véritable feuille de route des États africains pour la prochaine conférence sur les changements climatiques à Paris. Les lauréats du concours Journalisme et Développement initié par la Banque mondiale sont connus. Proclamé ce jeudi 26 juin, ils distinguent 2 journalistes de la RTI et 1 du journal Le Temps. Reportage. Encore des lauriers pour la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Après David Mobio, primé meilleur présentateur de journaux télévisés des télévisions nationales de l'Afrique de l'Ouest par West Africa Development, c'est le tour de 2 autres journalistes d'honorer la RTI. Ouattara Amadou Walter de la station régionale de Bouaké et Jérôme Kouakou de RTI Man se sont adjugés les 1er et 2e prix du concours Journalisme et Développement institué par la Banque mondiale. Le 3e prix revient à Bamba Mafumbe du journal Le Temps du groupe Cyclone. Remettant les prix, Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale, a indiqué le sens de la compétition instituée depuis 2 années. Les journalistes, ce sont nos partenaires au quotidien. Nous travaillons avec eux. Les activités que nous menons ne sont connues qu'à travers leurs activités. Mais en même temps, il était important là aussi de voir que, évidemment, qu'ils sont collés à la réalité et qu'ils sont au courant des grands enjeux. Et évidemment, nous n'avons pas été surpris aussi par la qualité de ce qu'ils nous ont proposé pendant ce concours. Cette année, la Banque mondiale a initié un concours Jeunesse et Développement pour les lycées et collèges. Le 1er prix catégorie collège a été remporté par Louise Lorraine Abba du lycée Sainte-Marie et le 1er prix catégorie lycée arraché par Traoré Guy Mermoz du lycée moderne d'Abobo. Les différents lauréats satisfaits d'avoir contribué au processus de développement de la Côte d'Ivoire. C'est une invitation à beaucoup travailler, à œuvrer dans le silence. Et vraiment, je voudrais dédier ce prix à tous les journalistes de Côte d'Ivoire, à ma rédaction qui m'a autorisé à compétir. C'est au terme de la cérémonie de clôture des activités marquant les 50 ans de la Banque mondiale que les résultats des concours ont été proclamés en l'absence de Ouattara Amadou Walter et Jérôme Kouakou.
Une trentaine de journalistes et des responsables de collectivités décentralisées participent à une rencontre sur la Convention de Stockholm pour la réduction de l'élimination des polluants organiques persistants. Ils sont sensibilisés sur les actions déjà menées par la Côte d'Ivoire afin de se conformer aux obligations de cette convention juridiquement contraignante. Herman Yamia. Le 23 mai 2001, en Suède, des représentants de différents pays du monde entier signaient la Convention de Stockholm relative à la réduction et à l'élimination des polluants organiques persistants dans tous les pays. La Côte d'Ivoire, comme les autres parties qui ont ratifié la Convention, a élaboré son plan national de mise en œuvre de cette Convention en 2006. À travers ce plan, elle a défini une matrice d'action afin de continuer de satisfaire aux obligations de la Convention qui comprend notamment l'actualisation de ce plan tous les 2 ans. La Convention de Stockholm dit simplement que c'est une loi internationale qui a été établie sur ces polluants afin de préserver la santé humaine et l'environnement des populations. À partir de ce moment-là, le pays qui a ratifié cette convention doit pouvoir mettre en place toutes ces obligations que la Convention demande. Il faut réduire, il faut éliminer tous ces polluants organiques persistants-là au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire, qui a fait des efforts considérables en matière d'élimination des polluants organiques persistants, veut les vulgariser et inciter les populations à contribuer à l'élimination de ces polluants. D'où l'intérêt de cet atelier à l'intention des médias. Il vise à sensibiliser les journalistes sur les actions menées afin qu'ils sensibilisent à leur tour avec leur plume le grand public. Nous avons déjà mené la même action en direction des collectivités décentralisées. Et aujourd'hui, on va vers les médias. Car la vision d'aller vers les populations, c'est de sensibiliser l'ensemble du corps social en vue de faire passer tous les messages en termes d'atténuation, en termes de prévention des impacts négatifs de ces produits chimiques sur l'environnement et la santé humaine. Pour l'élaboration du plan national de mise en œuvre de cette convention, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONUDI. À Bouna, le secrétaire départemental du RDR a été installé à l'occasion de la rentrée politique du parti. Il est chargé de mobiliser les militants du RDR et du RHDP pour la réélection du président Alassane Ouattara. Moussa Koulibaly et Abou Sanogo. Bouraïma Ouattara est le nouveau secrétaire départemental du RDR à Bouna. Il a été investi par le secrétaire général adjoint du RDR chargé de l'organisation de l'administration et du patrimoine Gilbert Kafana Koné le samedi dernier. Une fois investi, Bouraïma Ouattara a dévoilé sa stratégie qui s'articule autour de 3 axes, à savoir la redynamisation du parti, la mise en place des structures et la mobilisation des militants du RDR ainsi que ceux du RHDP pour la réélection du président Alassane Ouattara au premier tour en octobre prochain. Profitant de son séjour dans la région de Bounakani, Gilbert Kafana Koné, en compagnie de Kabaniali, a aussi inauguré le nouveau siège du RDR, bâti sur une superficie de 2800 mètres carrés. Je veux remercier ma sœur, le ministre Kabaniali, ministre de l'économie et des finances, qui a fait preuve de sacrifice pour offrir ce grand siège au parti à Bouna. C'est un endroit où toutes nos équipes, RDR mais également RHDP, pourront se retrouver pour pouvoir passer le bon message à nos populations, à nos différents militants, pour que l'élection du président de la République soit un succès éclatant dans le Bounakani. La présence remarquable des membres du RHDP a montré la solidarité qui existe entre les filles et fils du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des armes collectées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, c'est à Mékro dans le département de Dimbokro lors de l'opération de dépôt d'armes volontaires des populations. Gabriel Zani. Des hommes de Mékro, village de près de 400 habitants dans le département de Dimokro, ont pris les armes pendant la crise ivoirienne pour se défendre. Aujourd'hui, sensibilisés par des ONG sur les dangers de port d'armes, ils ont déposé volontairement 114 armes et des munitions. La Comnat ALPC, Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, offre des projets à ceux qui ont déposé leurs fusils.
La Comnat se charge de faire son profilage et on lui demande quel projet il voudrait qu'on fasse pour le dépôt de l'arme qu'il vient de faire. Actuellement, près de 40 projets de développement étaient déjà réalisés. La Comnat ALPC collecte les armes pour les détruire. Elle a l'appui des partenaires qui sont Elotrost, ONUCIDDR, la police et la gendarmerie nationale. Les armes, ce sont des choses qui sont très dangereuses pour la population. Donc, au niveau de l'ONUCIDDR, on doit s'assurer que ces mesures sécuritaires sont là, notamment par la sécurisation du site du collecte des armes, notamment par la sécurisation aussi de l'armement qui sera collecté. Le processus de désarmement des communautés est souvent lent et difficile. Ce sont des milliers d'armes qui ont été collectées depuis la première opération de collecte d'armes en octobre 2011 à Tekoubé, dans le district d'Abidjan. Plusieurs civils ayant déposé les fusils en leur possession ont été réinsérés dans le tissu socio-économique. Une auberge ouvre ses portes à Minignan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et la police locale reçoit du matériel roulant. Il s'agit pour la mairie de résoudre les problèmes d'hôtellerie et de sécurité à Minignan. Honorine Anigori. Le complexe hôtelier Soroti-Bafori Guillaume, nom du président de l'Assemblée nationale à Minignan, chef-lieu de la région du Folon, est bâti sur une superficie de 10 hectares. Pour Sindou Cissé, le président du conseil régional, ce complexe permettra de mettre fin au déficit d'hébergement. C'est dans ce lieu que se tiendront également les séminaires et ateliers de formation les jours à venir. La police, quant à elle, a reçu 2 motos du conseil régional pour assurer la sécurité de la ville de Minignan. Pour permettre aux agents du conseil régional d'être plus proches des populations, le président du conseil régional leur a offert 3 motos et 1 véhicule. La communauté éducative n'a pas été oubliée par le conseil régional du Folon. Il lui a offert des tables-bancs pour l'équipement des écoles de la région. Sur le plan communication, le conseil régional a enfin doté la région d'une radio régionale. Il a souhaité que la radio locale soit un outil de sensibilisation des populations pour la cohésion sociale et la réconciliation. Le président du conseil régional du Folon, Sindou Cissé, à l'occasion de la 2e session du conseil de l'année 2015, a lancé un appel aux cadres et aux mutuelles à se donner la main pour sortir leur région de la pauvreté. 500 couples célébrés par le conseil municipal de Yamoussoukro. C'est une manière pour la ville de rendre hommage à ces couples et surtout de célébrer l'unité familiale, un pilier important dans le développement d'une société. Paris se reconnaît. Un couple, c'est l'harmonie entre un homme et une femme dans l'amour. C'est avoir une vision juste et équilibrée de son conjoint ou sa conjointe. Un couple, c'est aussi apprendre à se connaître réciproquement et éduquer les enfants afin de leur assurer un avenir meilleur. Un couple uni et soudé renforce l'unité de la famille, socle de la société. Les autorités municipales de la ville de Yamoussoukro l'ont bien compris. Elles veulent faire la promotion de toutes ces valeurs. Pour ce faire, 500 couples ont été célébrés récemment. Par ce geste, Irangbre Kwaku, maire de la ville de Yamoussoukro, rend hommage aux couples. Il encourage les plus jeunes et ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Nous voulons donc interpeller le couple pour qu'ils soient unis, pour élever ensemble les enfants, afin que ces enfants puissent grandir dans la sagesse, dans la réussite, dans l'intelligence, pour aborder victorieusement les défis de l'émergence. André Oponon, parrain de la cérémonie, a quant à lui salué cette initiative. Aussi a-t-il profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils à ses filleuls afin de s'investir davantage dans leur couple, à prendre soin de leur progéniture et à rester fidèles. Les couples présents à cette cérémonie ont reçu de nombreux cadeaux. 450 kits alimentaires ont été remis à la communauté musulmane d'Azaguié et d'Abobo. Ce geste de l'ONG turque IAIA vise à permettre à ces musulmans d'accomplir le 3e pilier de l'islam en toute quiétude. Herman Yamia, reportage. Moment de pénitence, moment de partage en ce mois du carême. Ces fidèles musulmans originaires de la Turquie n'ont pas dérogé à la tradition. Des vivres en main, les responsables de l'ONG IAIA ont visité la commune d'Azaguié.
En ville, tout comme dans le village de Thomasé, ce sont 250 kits alimentaires composés de sucre, de lait et de pâtes alimentaires qui ont été distribués aux modestes musulmans pour leur faciliter l'accomplissement du ramadan. Un acte plein de sens apprécié du maire d'Azagui. Gestes nobles, surtout pour les jeunes de nos frères musulmans. Vraiment, je tiens à leur dire merci, dire à Allah subhanallah que Dieu puisse les bénir. Après Azagui, le cap est mis sur Abobo. Ici, dans le quartier de Samaké, les veuves musulmanes et les couches défavorisées ont également bénéficié de la générosité de cette ONG. 200 kits alimentaires leur ont été remis. Des dons accompagnés à chaque fois de messages de soutien aux pauvres et de reconnaissance à Allah le Tout-Puissant. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan est un moment unique dans la vie des croyants musulmans. Il permet de se rapprocher davantage d'Allah, le Tout-Puissant, en se privant de boire et de manger de l'aube au soir. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire récente de la Tunisie. 38 morts, en majorité des Britanniques, mais aussi des Français, dans une attaque menée hier dans un hôtel tunisien. L'homme avait caché son arme dans un parasol et l'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Et c'est un peu la panique chez les touristes qui sont nombreux à quitter le pays dès ce matin. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur les www.rti.ci et je vous retrouve à 18h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI1.